Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Sage Débat, saison 1, épisode 52. 52 comme 52% des femmes françaises âgées de 18 à 35 ans qui ont eu recours ou qui envisagent de recourir à la médecine esthétique, un pourcentage à méditer. Au sommaire de l'émission ce soir, Tsahal avertit, le Hamas se renforce en raison du nombre important de camions humanitaires entrant dans la bande de Gaza. La communauté internationale ressuscite-t-elle le Hamas? Débat dans quelques minutes. L'homme par qui la peste arriva. Les journalistes Olivier Faye et Gaspard Delem signent un livre sur l'écrivain Renaud Camus. Olivier Faye et Gaspard Delem sont invités partout pour présenter cet ouvrage. Nous donnons la parole à Renaud Camus ce soir dans l'interview du Tac au Tac sur le grand remplacement. L'actualité est chargée comme un très mauvais tube de l'été 2025. Rendez-vous à 21h30 pour le Tour de l'info. J'interrogerai ensuite les débatteurs sur le comportement de l'Union européenne face au massacre de civils en Iran. Et nous conclurons cette émission à la 98e minute par la carte blanche de Julien Assal, la carte blanche d'un supporter de l'OM qui a pris une douche froide à la 98e minute du match Benfica-Real Madrid hier soir. Ça promet. Le débat peut commencer. Voici ceux qui vont l'animer ce soir. Sage Débat, saison 1, épisode 52 en compagnie d'Amir Badran. Bonsoir Amir Badran. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Ça va. Un étudiant en chimie a été arrêté pour avoir exploité un laboratoire de drogue illégale à Hadera, un scénario qui ressemble un peu à celui de Breaking Bad. Vous avez vu cette information? Non, je n'avais pas vu cette information, mais bon, c'est inspirant. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Un étudiant en chimie. Bonsoir Samuel Lévy. Bonsoir. Comment allez-vous? Au Hachem, ça va. La police a saisi 4 kilos de cocaïne d'une valeur d'environ 1,6 million de shekels dans un bâtiment à Yafo, à côté d'ici. Un scénario qui ressemble à celui de Narcos. Malheureusement, je ne connais pas bien la série Narcos, mais en tout cas, je sais que malheureusement, la consommation de drogue augmente de plus en plus ici en Israël et c'est inquiétant pour la jeunesse. En tout cas, cet étudiant de chimie, il s'est pris pour Walter White. Oui, mais ça veut dire aussi quelque chose sur notre jeunesse qui a besoin, vous comprenez, quand on a besoin d'arriver, de prendre de la drogue pour se sentir à l'aise, ça veut dire aussi quelque chose sur notre société. Et à Paris, nous retrouvons Michel Mimran. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Ça va très bien, notamment depuis hier soir. Malgré une petite contre-performance du club parisien, la super performance de l'OM nous a réjouis. Et oui, c'est ça, 11e place, un barrage contre Monaco au Karabakh, puis un 8e potentiel contre Chelsea ou le FC Barcelone. Alors la soirée du Paris Saint-Germain, elle n'a pas été aussi horrible que celle de l'Olympique de Marseille, mais le match et le classement final, c'est pas très fameux, Michel. Non, ils ne sont pas à la hauteur ni des ambitions, ni du statut de l'équipe, mais la passe est mauvaise en ce moment. La passe est mauvaise. Donc il faut qu'ils sortent de cette mauvaise passe. Exactement. Peut-être enclencher une série contre Strasbourg, puis contre Marseille au Parc des Princes. Ça serait parfait pour lancer enfin cette saison 2025-2026. Et à vos côtés, Jean Messia. Bonsoir Jean Messia, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, ça va très bien, je vous remercie. J'imagine que vous avez suivi de votre côté le voyage de Ségolène Royal en Algérie. Est-ce que vous avez un petit commentaire là-dessus? Ah oui, bien sûr, ça m'a fait plaisir de voir enfin un dirigeant français aller expliquer la vie à l'Algérie, aller expliquer qu'on ne s'agenouillerait plus de nouveau devant eux après tout ce qu'on a donné comme commission mémorielle, etc. Non, je plaisante. Je pense que cette image où l'on voit Ségolène Royal énamourée, timide, engoncée dans un fauteuil à un niveau inférieur par rapport à un président Tebboune un peu majestueux, trônant sur un trône presque royal, c'est une image de rabaissement de la France qui m'a profondément révulsé. Merci beaucoup à tous les quatre. Les présentations sont faites. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face d'hier avec Amir Badran. Est-ce que vous avez gagné? À la question, Benyamin Netanyahou pourra-t-il empêcher l'établissement d'un État palestinien à Gaza? Vous êtes d'accord à 75% avec Alexandre Bensoussan. Et à la question, 30 000 morts en Iran, la communauté internationale est-elle lâche face au Mollah? Vous êtes d'accord à 96% avec Rachel Brolé, 4% pour vous, Amir. Il faudra faire mieux ce soir. Passons tout de suite au premier débat de l'émission.
Aujourd'hui, environ 600 camions entrent chaque jour à Gaza. Ce volume est 4 fois supérieur aux besoins de la bande de Gaza selon les normes de l'ONU qui estime les besoins humanitaires à 80 000 tonnes de vivres par mois, ce qui correspond à environ 134 camions par jour. L'armée israélienne affirme que le Hamas se renforce considérablement grâce à l'aide humanitaire et à la contrebande. Cet avertissement de Tsahal a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs. La communauté internationale ressuscite-t-elle le Hamas via l'aide humanitaire? Samuel Lévy a répondu oui. Et Amir Badran, qui hier voulait débattre sur Gaza, débattra de Gaza ce soir, a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 52, face à face. Numéro 1, c'est parti. Samuel, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir Badran, vous connaissez le principe. 1 minute ensuite. Tout le monde est prêt? Oui. Samuel, c'est à vous. Bien sûr, Raphaël, que la communauté internationale ressuscite le Hamas avec l'aide humanitaire qui est fournie. Ce n'est pas une opinion idéologique, vous savez, Amir, mais c'est un constat opérationnel. Quand on a une aide sans contrôle qui rentre dans la bande de Gaza par un territoire tenu par une organisation terroriste et qu'elle ne nourrit pas les civils, elle va nourrir simplement le pouvoir du Hamas. Et vous savez, aujourd'hui, le Hamas détourne l'aide, il la revend, il la distribue selon la loyauté politique et surtout, il transforme l'aide humanitaire en arme de guerre. Aider les civils, c'est moral, mais aider une entreprise, une entité terroriste qui cherche à nous détruire, ça, c'est criminel. Et vous savez, tant que le Hamas sera à Gaza, il ne pourra pas y avoir de paix, il ne pourra pas y avoir de prolongement. En fait, ça va prolonger la guerre. Et vous savez, la Torah nous dit, tu choisiras la vie, il faut choisir la vie et non pas nourrir. Et la Torah ne nous a pas enjoint de nourrir nos ennemis qui cherchent à nous détruire. Et tant qu'on continuera à donner de l'aide à une entité qui reste un pouvoir de mort à Gaza, ce n'est pas de la compassion, mais c'est une faute morale. Amir, c'est à vous. Bon, je dirais que l'aide humanitaire, comme son nom l'indique, est un besoin vital pour la population de Gaza qui compte plus de 2 millions de personnes. Depuis le 7 octobre 2023, Israël a détruit systématiquement toute possibilité de vie pour les Gazaouis dans une guerre de vengeance contre le Hamas. Pendant 2 ans et demi, le peuple gazaoui a été affamé comme un moyen de pression par Israël sur le Hamas. Plus de 1,5 million de Gazaouis sont devenus des réfugiés sans abri. Ils vivent dans des tentes qui sont submergées par la pluie. L'aide humanitaire signifie de l'eau à boire qu'Israël bloque. Elle signifie de la nourriture et des médicaments qu'Israël boycotte. Elle signifie de l'électricité pour pouvoir faire fonctionner des machines dans des hôpitaux qu'Israël détruit. Soyez honnête avec vous-même, c'est une obligation et ce n'est pas une bonne volonté. Michel Mimran, est-ce que vous êtes d'accord avec Amir Badran ou avec Samuel Lévy? Alors, ni l'un ni l'autre, mais en revanche, je suis assez gêné de discuter de l'opportunité ou pas de distribuer de l'aide humanitaire. Une seule réflexion. Pour ressusciter, il faut un mort. Je ne suis pas certain que le Hamas était mort, donc je ne suis pas certain que là, il est en train d'être ressuscité. En revanche, je ne pense pas tellement que ce soit le problème de l'aide humanitaire qui va renforcer le Hamas. Il faut en finir avec l'Iran, il faut en finir avec le Qatar. Il n'y a qu'à ce prix-là, parce que ce sont eux le danger. Je ne pense pas que le Hamas aujourd'hui représente un danger très important pour Israël. Il faut remonter à la tête de la pieuvre. La tête de la pieuvre, c'est l'Iran. Il faut en finir. Et ensuite, en finir avec le Qatar. Jean Messia, 112 000 camions d'aide et 55 000 tonnes de matériel sont entrés dans la bande de Gaza pendant la guerre. C'est difficile, si vous voulez, quand on a une telle quantité d'aide humanitaire, dont évidemment je ne conteste pas l'existence. Dans tous les conflits, il y a normalement de l'aide alimentaire qui est apportée aux populations, aux enfants, etc. Donc l'idée n'est pas de contester l'occurrence d'une aide humanitaire dans un conflit, mais plutôt le contrôle de l'aide humanitaire. Et évidemment, plus l'aide humanitaire est importante, plus le nombre de camions est important, plus le tonnage est important, moins les vérifications sont fiables et efficaces. Donc plus il y a un risque, effectivement, que sous couvert d'aide humanitaire, parviennent des matériaux, des éléments qui sont autres que simplement humanitaires ou qui soient, comme on appelle ça, dual. C'est-à-dire qui peut être humanitaire, mais qui peut aussi servir à autre chose. Donc le danger, il est là. Maintenant, c'est un danger qui peut se circonscrire
dans la mesure où Israël peut avoir la main sur l'entrée, l'accès de l'aide humanitaire. Donc voilà, il faut un contrôle drastique pour vérifier que ce qui rentre va bien à l'humanitaire et pas au Hamas. Merci Jean. Ça, c'est le premier élément. Et pour le coup, je suis d'accord avec Michel Mimran sur la tête des pieuvres. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment les États-Unis, qui ont une base au Qatar et qui influencent le Qatar, n'agissent pas sur le Qatar pour qu'il cesse. Parce que peut-être que c'est le Qatar qui influence les États-Unis. Problématique au Hamas. Peut-être que c'est le Qatar qui influence les États-Unis et pas l'inverse. Benyamin Netanyahou a annoncé 2 objectifs lors de sa dernière conférence de presse, désarmer le Hamas et démilitariser la bande de Gaza. Alors je pose cette question depuis des jours aux invités, depuis la conférence de presse de Benyamin Netanyahou. Comment démilitariser le Hamas sans opération militaire, par un deal avec le Hamas? Moi, je ne crois pas au deal avec le Hamas. On a prouvé, depuis que le Hamas existe, malheureusement, il n'a jamais tenu ses promesses. Et on l'a bien vu aussi pendant la guerre, il n'a tenu aucune de ses promesses. Il n'y a qu'une seule possibilité pour le Hamas, c'est qu'il soit désarmé et puis après, qu'il soit complètement anéanti, détruit et qu'on expulse ses dirigeants à l'extérieur de la bande de Gaza. On ne peut pas continuer à vivre avec ce cancer-là. L'expulsion des dirigeants du Hamas, ça peut être une partie d'un deal avec eux. Ça peut être aussi une partie d'un deal avec eux, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dupe et il ne faut pas être candide concernant les intentions du Hamas. Tant qu'ils seront là, ils chercheront à se réarmer et à nous détruire. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution qui marche, c'est la solution de la force. Moussa Abou Marzouk, interview aujourd'hui d'un responsable du Hamas. Il a déclaré « Le Hamas n'a jamais accepté de se désarmer ». Oui, il y a des propos comme ça. Écoutez, on a, avec l'accord de Trump, on n'a pas pu vraiment savoir quels étaient les articles, qu'est-ce qui a été vraiment signé. Il y a eu des points très, très généraux. Et dans cette situation-là, la question du désarmement du Hamas reste quelque chose d'ambigu, en tout cas du côté des Palestiniens, des Gazaouis surtout, et du Hamas en plus spécifiquement, qui dit nous, on n'a jamais accepté, nous, on n'a jamais signé ça. On a dit qu'on allait céder l'administration, on a dit qu'il y aura une administration des technocrates, mais on garde toujours nos fusils ou nos revolvers, je ne sais pas comment ils les appellent, pour notre propre défense. Et là-dessus, il y a toute une polémique. Mais vous savez, vous avez posé la question qui était très intéressante tout à l'heure concernant les 2 buts que Benyamin Netanyahou a posés pour cette guerre. Et moi, je voudrais dire juste un mot là-dessus pour dire que l'expérience nous a démontré que les 2 buts, le premier, celui de anéantir le Hamas, n'a pas été atteint, et le deuxième, qui dit une victoire... Il le reconnaît lui-même, puisqu'il le réaffirme aujourd'hui, que c'est encore un objectif. Et donc, cet objectif-là n'a pas été atteint, et à plus forte raison, celui de la victoire absolue, qui n'a jamais été là. Par contre, l'expérience... Juste un mot. Par contre, l'expérience nous a démontré que la seule possibilité de ramener les otages et d'arrêter la guerre était celle d'un accord qui a été forcé, qui a été signé grâce à quoi? Qui a été signé grâce à quoi? Grâce à la pression militaire qui a été exercée sur Samuel Hamas. Lévy, Michel Mimran, vous avez la parole. Pour beaucoup d'Israéliens, Gaza est et restera un bourbier et toujours une épine dans le pied d'Israël pour sa sécurité. Beaucoup d'Israéliens craignent un 7 octobre bis. Alors, Raphaël, si je peux me permettre, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas pour les Israéliens, c'est pour le monde entier. Et depuis 2000 ans, Gaza est un bourbier. Il l'a été pour les enfants d'Israël sur leur terre. Il a été pour Napoléon quand il est allé au Proche-Orient. Gaza est, et moralité, je le pense, sera toujours un bourbier. Donc, effectivement, je ne sais pas quelle est la solution préférable. Je pense qu'il faut rester armé. Il faut anéantir le Hamas. Je ne suis pas du tout d'accord. Il me semble que Samuel avait dit récemment qu'il était favorable à ce qu'Israël réoccupe Gaza. Je pense que, justement, parce que c'est un bourbier, il ne faut pas renvoyer nos soldats occuper Gaza. Il faut sécuriser nos frontières et il faut que l'ennemi soit désarmé. Et donc, je le répète, il faut aller à la source de l'armement. Et ce n'est pas l'aide humanitaire qui est en train de renforcer le Hamas. Jean Messia, je vous donne le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la meilleure manière de finir avec un
avec l'insécurité émanant d'un territoire, c'est effectivement de l'occuper et de l'annexer. C'est horrible, mais c'est comme ça. Je veux dire, la Cisjordanie, il y a 30 ou 40 ans, il y avait des fédayines qui partaient pour attaquer Israël régulièrement. Il y avait des morts presque toutes les semaines. Et aujourd'hui, pourquoi la Cisjordanie est pacifiée ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de colonies, des dizaines de colonies qui ont émergé. Alors, évidemment, ce que je dis est brutal. On va nous dire, oui, mais le droit international, oui, mais le droit d'eux. Mais si on regarde la chose uniquement par la lunette de la sécurité, malheureusement, c'est le seul argument viable. Mais la majorité des Israéliens et Netanyahou lui-même on a l'impression de vivre dans des mondes différents, parce que la Cisjordanie n'est vraiment pas pacifiée. Personne ne veut occuper Gaza. Depuis quelques années, de jour en jour, on trouve des colons qui pratiquent une politique d'attaque brutale. On s'éloigne du sujet. À brûler vivant des familles. Il y a aussi du terrorisme. Il y a aussi du terrorisme palestinien. On savait que le terrorisme venait des Juifs. Amir Badran, le 7 octobre, c'est les Juifs aussi. C'est la faute des Juifs. Mais on était tellement pris par ce qui est en train de se faire à Gaza qu'on ne pouvait même pas en parler de ce qui est en train de se passer en Cisjordanie. J'aimerais savoir une chose, Amir. Est-ce que vous êtes pour le fait que le Hamas cesse ses activités dans la bande de Gaza? Mais quel rapport? Je suis en train de parler des atrocités du terrorisme juif tout simplement. qui est pratiqué. Est-ce que vous êtes par des camarades à vous pour le fait que le Hamas cesse ses activités à Gaza? On va pas vous mettre d'accord. Oui, vous avez un problème avec ça. Vous attaquez à des gens, une entité terroriste, vous n'arrivez pas à le nommer alors que vous vivez en Israël, qui vivent en Israël et qu'Israël vous donne tout. Raphaël. Michel. Et c'est triste. Raphaël. Michel. Oui, Raphaël, je pense que ce que vient de dire Samuel est fondamental. C'est très compliqué pour nous de se poser la question de savoir si sur ce plateau, il y a quelqu'un qui est favorable aux activités du Hamas. Donc j'aimerais bien qu'Amir Badran réponde à cette question. Allez-y, Amir. Laquelle? Est-ce que vous êtes favorable aux activités du Hamas? Au maintien maintien du Hamas, Hamas, si vous êtes favorable à ce que le Hamas maintienne ses activités dans la bande de Gaza? Non, je crois que le Hamas lui-même, il a dit lui-même qu'il était temps de partir du gouvernement. Ah bon? Il l'a dit. Il le fait. D'ailleurs, là, on est en train de parler d'une commission qui, justement, fait sortir le Hamas et qui fait rentrer des personnalités, des technocrates pour, justement, gérer la bande de Gaza. Ce qu'on ne sait pas, c'est que tous ceux qui vont rester justement dans la bande de Gaza, tous ces technocrates-là, sont des gens qui ont travaillé aussi avec le Hamas. Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez mettre des Israéliens à gérer c'est bon, stop. Justement, ça ne sera pas le cas. Stop. Merci à tous les quatre pour ce premier débat. Le droit de s'autodéterminer. Stop. Amir, je pense à la sécurité de mes enfants. Ils ne changeront pas une colonisation par une autre colonisation. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce premier débat consacré à Gaza. Messieurs, passons tout de suite à l'interview du tac au tac avec le personnage principal d'un livre dont tout le monde parle, l'homme par qui la peste arriva. Bonsoir Renaud Camus, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Renaud Camus, votre nom est omniprésent dans les médias français ces derniers jours, mais personne ne vous donne la parole. Première question, est-ce que vous avez lu L'homme par qui la peste arriva de Gaspard Delève et Olivier Faye? Et si c'est le cas, qu'en avez-vous pensé? Je l'ai lu en effet. J'en ai pensé que c'était un petit livre qui remplissait sa fonction et sa mission, non pas en tant que biographie comme ces auteurs prétendaient qu'il l'était, en tant que instrument d'assassinat, disons. Il fait pour ça, il le fait assez bien, mais enfin, il est quand même pétri de contradictions qui, me semble-t-il, lui nuisent gravement. Renaud Camus, j'ai parcouru les articles publiés sur ce livre. Télérama titre « L'homme par qui la peste arriva », un portrait glaçant de Renaud Camus à l'origine de la théorie du grand remplacement. Le Nouvel Obs titre « Renaud Camus, passé d'Aragon à Zemmour, est devenu le gourou caché des extrêmes droites contemporaines. Vanity Fair met en avant cette réponse d'un des auteurs. À défaut de parvenir à devenir un grand écrivain, Renaud Camus a réussi à acquérir un autre statut, celui de paria. Quand on fait cette revue de presse, vous ressortez comme le grand méchant de l'ombre de la politique française, Renaud Camus. Vous êtes présenté presque comme un méchant dans un film de James Bond.
Méchant, je ne sais pas, paria, certainement. Je suis en effet totalement exclu, comme vous l'avez remarqué vous-même. Et c'est-à-dire que même je ne peux absolument pas me défendre, puisque je ne suis convié nulle part, sauf ici, ce dont je vous remercie. Je ne savais même pas qu'il devait être question de ce livre, mais j'en parlerai volontiers si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a quelques années, Renaud Camus, sur ce plateau, l'ancien maire socialiste de la ville de Sarcelles, dont je suis originaire, François Pupponi, affirmait qu'il y avait bien un grand remplacement. Que répondez-vous à ceux qui affirment qu'il s'agit d'une théorie, une théorie complotiste et une théorie complotiste et raciste? Bon, alors d'abord, malheureusement, il ne s'agit en aucune façon d'une théorie. Parler de la théorie du grand remplacement, c'est à peu près comme de parler de la théorie des chambres à gaz. Enfin, c'est du négationnisme pur et simple. Mais Dieu merci, au moins, ce négationnisme-là, le négationnisme qui porte sur le grand remplacement, a sérieusement du plomb dans l'aile, de sorte que ce livre arrive un peu tard, à un moment où absolument tout le monde reconnaît qu'il y a bel et bien un grand remplacement. La question c'est déplacée, elle n'est plus de savoir s'il y a ou non un grand remplacement, mais s'il faut s'en féliciter ou le déplorer, s'il faut l'aimer ou le détester, comme je fais, je l'avoue. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon assume être le candidat du grand remplacement. Comment vivez-vous cette reprise de vos écrits par la gauche? Comme inévitable, il obéit à un principe de réalité qui d'ailleurs a inspiré toute sa politique depuis 10 ans au moins, sinon davantage. Euh, La France insoumise est construite sur l'espérance du grand remplacement, euh, où elle compte trouver, où elle trouve effectivement ses électeurs. Dans les sondages, les Français se prononcent souvent contre l'immigration, mais lors des élections, ils élisent des présidents de la République ou des députés en faveur des majorités à l'Assemblée nationale, en faveur de l'immigration. Alors finalement, vos écrits n'ont pas eu l'impact décrit par vos détracteurs dans l'esprit des Français. Certes, non, je le déplore. Et oui, c'est extraordinaire. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire qu'un peuple vote pour sa propre éradication de fait, enfin la disparition de sa qualité de peuple et de sa civilisation, de sa culture, et d'abord au premier chef de son bien-être, de sa sécurité, de son bonheur, de tout. Évidemment, les Français votent pour des gens dont on sait pertinemment qu'ils continueront comme ils le font aujourd'hui avec beaucoup d'énergie, peut-être l'énergie du désespoir, je ne sais pas, mais le grand remplacement, bien loin de s'atténuer, s'accélère. Les décisions encore toutes récentes de l'Union européenne tentent à le précipiter encore plus qu'il ne l'est déjà. Renaud Camus, Euh, je vous interroge depuis Tel Aviv. J'aimerais vous entendre sur les massacres du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité du Moyen-Orient? Comment avez-vous vécu ces événements? je les ai vécus comme un traumatisme épouvantable et qui ont, je dois le dire, changé ma façon de penser. Euh, j'ai D'abord, j'ai toujours été ardemment sioniste depuis toujours, toute ma vie. Je crois qu'Israël est l'étalon d'or de l'appartenance. Si Israël n'appartient pas aux Juifs et si Jérusalem n'appartient pas à Israël, il n'y a aucune raison que la France appartienne aux Français et Paris à la France. C'est vraiment l'étalon or de l'appartenance dans mon esprit. Cela dit, j'étais partisan, je l'avoue, de la solution des deux États. Mais après le 7 octobre, je dois reconnaître que je ne le suis plus. Je crois il n'est pas possible de, d'envisager une cohabitation dans ces conditions avec des gens qui, très expressément, et sans s'en cacher du tout, veulent vous tuer. Hmm. Et je pense aussi, contrairement à ce qui est dit, que Israël est le modèle même de la décolonisation. Et c'est dans la décolonisation que je place mon espérance.
c'est une décolonisation après 20 siècles, mais c'est bel et bien une décolonisation. C'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on parle de colons. Ce ne sont pas des colons, ce sont des décolonisateurs, ceux qui veulent rendre la terre d'Israël aux Israéliens et aux Juifs. Et je pense que la décolonisation, c'est le titre de mon dernier livre d'ailleurs, est la ligne dans laquelle nous devons nous inscrire, sur le modèle en partie d'Israël, mais sur le modèle de toutes les décolonisations, avec ce que ça Merci implique, beaucoup. qui est en l'occurrence la remigration. Merci beaucoup, Renaud Camus, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Au revoir. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur i24 News. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. C'est le moment de vous faire plaisir pendant les soldes chez Optical Center. Bénéficiez de prix exceptionnels jusqu'à moins 50% sur vos lunettes, vos verres et appareils auditifs jusqu'au 3 février. Jusqu'à moins 50% sur tout le magasin et pour toute la famille pendant les soldes. N'attendez plus. Dispositif médical. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Jean Messia, Michel Mimran, Samuel Lévy et Amir Badran. Un détour maintenant par le Tour de l'Info. Michel Mimran, je commence avec vous. Je ne vais pas vous lire un article d'un de nos confrères ce soir, mais je vous propose de regarder un extrait d'une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une discussion qui doit reprendre, dont il faut définir les modalités d'organisation, dans la mesure où la position traditionnelle que nous avons tenue, qui est celle de l'ONU, c'est la position à 2 États, et discutée de bien des côtés parmi les intellectuels et jusque dans nos rangs, au profit de l'idée que peut-être ce qu'il faudrait, c'est un seul État dans lequel toutes les communautés seraient égales en droit et donc disposeraient d'un État démocratique. Michel Mimran, et ce n'est pas terminé, écoutez la suite. En France, les choses se sont passées beaucoup moins bien. Il faut dire que j'ai vraiment pas eu de peau. Le livre est paru le 28 septembre. Ça vous dit rien, mais après, c'était le 7 octobre. À partir du 7 octobre, j'ai été blanche-gardinisé, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais dire ou faire, quick, par un hasard, c'est comme ça, tout d'un coup, pouf, vous disparaissez. Michel, on vous écoute. Alors, sur la solution à un État, je pense que c'est, l'intention, parce que dans cet extrait que vous venez de diffuser, on sait qu'ensuite il cite que c'est la position de Rima Hassan. Exactement. Et donc il sous-entend par là que Rima Hassan est en train de faire du lobbying au sein de la France Insoumise pour que ce soit la nouvelle position de la France Insoumise. Personne, évidemment, mais personne, nobody, personne à part Rima Hassan et une tribu de guignols ne pense qu'un jour une solution à un État dont on sait très bien qu'en fait c'est un sous-marin d'une guerre démographique qui donnera ensuite une guerre civile avec des massacres. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Sur ce que dit ensuite, alors vraiment il n'y a aucun débat. C'est-à-dire je pense que je conseille à tout le monde de ne faire jamais aucun débat sur la solution à un État où les deux populations dont on voit bien qu'elles ne peuvent pas véritablement coexister tenteraient de le faire. Sur la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon a été blanche-gardinisé après le 7 octobre, je dirais dans un clin d'œil que c'est la seule bonne nouvelle du 7 octobre. C'est si on avait réussi vraiment à blanche-gardiniser, à invisibiliser et faire taire définitivement Jean-Luc Mélenchon. Malheureusement, il est trop humble. La vérité, c'est que pour faire taire cet histrion, c'est très difficile. Mais au fond, je vais vous dire ce que je pense véritablement, c'est que je pense qu'il faut que les médias israéliens, les réseaux, les médias juifs cessent de diffuser les images de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan et de tous ces incendiaires, parce que véritablement, c'est toxique, ça se diffuse, et véritablement, il ne mérite pas il n'y a rien d'intéressant dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je pense d'ailleurs que vous partagez mon avis. Il n'y a rien d'intéressant. Jean Messia. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est un homme qui fut un temps avait un avis, qui avait une pensée, mais là, il n'y a absolument rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut laisser au contraire les gens parler, parce que moi, quand ils parlent, on sait à qui on a affaire. Et comme ils ne se cachent pas de leurs idées, au moins l'adversaire, voire l'ennemi, il est identifié. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Michel sur la solution à un État. Je ne vois pas comment, après le 7 octobre, c'est ce que disait Renaud Camus il y a un instant, je ne vois pas comment, après le 7 octobre, avec ce qui s'est passé, on peut envisager une coexistence entre deux peuples qui, en réalité, ont des haines croissantes et ont des haines qui s'auto-nourrissent dans un cycle sans fin, en fait. Voilà, et surtout du côté, d'ailleurs, du côté palestinien, puisque les territoires palestiniens sont travaillés par un islam radical. On a vu les sondages après le 7 octobre sur ce que pensaient les Palestiniens de l'entrée du Hamas en Israël et du massacre des Israéliens. On a vu quand même qu'une majorité de Palestiniens soutenaient finalement cette action. Quant à la solution à deux États, excusez-moi, mais quand les Ottomans sont arrivés à Constantinople, ils ont proposé aux chrétiens, aux Arméniens, etc., une solution à deux États. Est-ce qu'aujourd'hui, la Turquie propose aux chrétiens en Turquie un État indépendant ? Est-ce que quand les armées arabo-musulmanes sont entrées en Égypte au 8e siècle, est-ce qu'elles ont proposé que les chrétiens gardent un État ? Non. Donc à partir du moment, alors on peut le regretter, l'histoire est faite de défaites et de victoires. Je ne comprends pas pourquoi, quand les armées arabo-musulmanes et l'islam conquièrent des pays,
Ça doit être des victoires qui doivent être reconnues par la terre Merci, entière et impossible de les remettre en question. Merci. Alors que lorsque les armées arabo-musulmanes perdent une bataille, il faut la remettre en question par tous les moyens parce que c'est comme si vous voulez, l'islam avait des privilèges. Lorsqu'il perdait une bataille, il fallait absolument rattraper la perte et lui redonner la victoire par d'autres moyens. Merci non, beaucoup. l'histoire est faite d'échecs et de victoires, il faut les acter, c'est tout. Samuel Lévy, votre information, c'est pas un clip de Jean-Luc Mélenchon, c'est un clip de Gadi Eisenkot, un responsable politique israélien, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui envisage peut-être de devenir le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Regardez. לכל אזרחי ישראל, מה שהקראתי פה זה המחויבות של כל ראשי סיעות הקואליציה, של ראש הממשלה וכל סיעות הקואליציה בממשלה. Alors, j'explique pour nos téléspectateurs. On voit un montage avec Aryeh Deri, Benyamin Netanyahou, qui se serrent la main. Et lorsque Benyamin Netanyahou serre la main à Aryeh Deri, il lui remet un billet de 200 shekels. On comprend le message. Netanyahou a acheté les orthodoxes pour voter le budget en échange du non-vote de la loi sur la conscription. Je pense que là, il reprend Gadi Eisenkot. À mon avis, il se tire une balle dans le pied lui-même. Il reprend, on va dire, tous les stéréotypes antisémites, anti-juifs. Imaginons une seule seconde, si un montage a été fait comme ça en France, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait eu toutes les associations, la LICRA et ainsi de suite, qui seraient levées vent debout. Mais quand on est en Israël, vous savez, le privilège de nous, des Haredim, c'est qu'on est les juifs des juifs. Donc pour nous, on peut se permettre tout contre nous parce que forcément, on est reconnu comme une population qui ne travaille pas et qui vit sur le dos de l'État, ainsi de suite, alors que tout est faux. On peut le démontrer, on peut en parler ce soir, on peut discuter des chiffres. Tout est faux. Simplement, vous savez, quand on n'a pas d'idée, à ce moment-là, on arrive à faire ce genre de clip. Et ça montre un peu la désuétude de Gadi Eisenkot et de son camp, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Et donc, pour faire bas, pour faire de la politique basse, on tape sur un électorat. Et ça, c'est comment ramener quelques voix à moindre coût, et ça le décrédibilise. Surtout qu'en plus, il est sorti du gouvernement en période de guerre, au moment où Israël était en guerre. Eux étaient revenus au gouvernement et ils sont sortis alors qu'Aryeh Deri essayait de les maintenir pour l'unité nationale du pays. Amir Badran, votre information. Un homme a été arrêté après avoir percuté à plusieurs reprises avec sa voiture le siège mondial du mouvement Chabad Lubavitch à New York mercredi soir, alors que des fidèles étaient rassemblés pour prier sur ce site juif chassidique profondément vénéré. Vous avez vu les images ? Impressionnant. J'ai vu. Une réaction ? Oui, c'est incroyable. C'est triste. Tout acte qui vise à tuer ou à blesser une personne humaine basée sur sa race ou sur sa religion, c'est quelque chose de très triste, peu importe qu'elle soit quelle race ou quelle religion. C'est affreux. Jean Messia, votre information. On retourne en France et on va parler de l'Assemblée nationale. Un article de nos confrères de France Bleu. L'Assemblée nationale entérine la fin du devoir conjugal. À l'unanimité, les députés ont voté mercredi soir pour clarifier l'absence d'obligation pour un couple marié d'avoir des relations sexuelles. La proposition de loi visait à lever une ambiguïté juridique qui persistait dans le Code civil. Est-ce que vous soutenez la démarche des députés d'aller sous la couette des Français ? Non, je pense que, encore une fois, la loi et l'État se mêlent de problématiques où il n'a aucune légitimité. C'est exactement la même logique que l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. De quoi se mêle l'État pour entrer dans l'intimité, pour aller jusque dans le lit des couples ? Et puis enfin, pourquoi pas interdire le mariage tant qu'on y est ? S'il n'y a plus aucun devoir, ni aucun sens de l'engagement qui est attaché à la notion de mariage, supprimons le mariage. Pourquoi on le maintient ? Très bien. Merci à tous les quatre pour ce tour de l'info passionnant. L'Union européenne ajoute les gardiens de la révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'UE. Cet ajout a inspiré cette question à l'équipe de SAS Débat. L'Union européenne est-elle ridicule face à l'Iran ? On va un peu loin, c'est une question provocante, provocatrice, comme on aime bien le faire dans SAS Débat. Jean Messia a répondu oui et Michel Nimran a répondu non. SAS Débat, 1, épisode 52, face à face. Numéro 2, c'est parti. Jean, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Michel, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ?
Jean, c'est à vous. Bien sûr que l'Union européenne doit classer les gardiens de la Révolution, les frères musulmans, bref, toute la radicalisation de l'islam comme organisation terroriste. Et ça va de soi. Je ne comprends pas cette mièvrerie de l'Union européenne à classer des organisations dont on sait, qui s'est documenté, c'est factuel, qu'elles ont conduit des opérations terroristes, qu'elles ont tué des centaines, peut-être des milliers d'innocents, surtout après ce qui vient de se passer en Iran, où les chiffres disent qu'il y a 33 000 morts, si vous voulez, à Téhéran. Il faut classer cette organisation comme organisation terroriste à tout le moins. L'intervention à l'intérieur du pays, c'est une autre affaire, mais au moins, lorsque une organisation commet délibérément des actes de terreur vis-à-vis de son peuple, des actes de massacre vis-à-vis de son peuple, jusqu'à les poursuivre à l'étranger pour les assassiner, et notamment sur le territoire européen, il faut évidemment une telle classification pour qu'on puisse les détecter et les combattre. Merci Jean. Michel, vous vous adaptez à l'argumentaire de Jean ? Allez-y. Non, pas du tout. Moi, je vais répondre à la question que vous avez posée. Parce que Jean n'a pas répondu à la question. C'était, est-ce que l'Europe... oui, je sais, c'est Stéphanie de Monaco. La réponse était Stéphanie de Monaco. Mais à la question, l'Europe est-elle ridicule ? Je répondrai plutôt non. D'abord parce qu'effectivement, aujourd'hui, elle a classé enfin les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution, comme organisation terroriste, c'est-à-dire que sur un plan diplomatique, elle avance un peu. Et ensuite parce qu'elle serait ridicule. Pourquoi ? Parce qu'au fond, certains pensent que l'Europe pourrait participer à une coalition internationale pour une intervention en Iran. Il n'y a pas de coalition internationale possible en ce moment. Le leadership est pris par les États-Unis et il n'y a aucun terrain d'entente commun entre l'Europe et les États-Unis. Trump n'est pas un allié de l'Europe. Il se considère comme un souverain. Il n'y a pas de coalition possible s'il n'y a pas un leadership admis par tous, des objectifs communs et une capacité à dialoguer. Donc, l'Europe n'aurait pas les moyens d'intervenir par une action militaire ou même de participer à une opération internationale militaire parce qu'il n'y a pas de coalition possible. Donc je ne trouve pas que l'Europe soit plus ridicule que d'habitude. Merci beaucoup. L'Europe est ridicule, donc. Amir Badran. Mais pas plus que d'habitude. Êtes-vous d'accord avec Michel ou avec Jean ? Non, je vous pose la question différemment. L'Europe est-elle ridicule ou pas ? Écoutez, je n'emploierai pas ce terme de ridicule ou pas ridicule, mais c'est vrai que l'Europe semble être complètement marginale dans la question iranienne. Donc elle est un peu ridicule. Je ne dirais pas ridicule, je dirais qu'elle est marginale. Elle est marginale, ok. C'est-à-dire qu'on voit, c'est les États-Unis qui sont dans la pointe de cette lutte contre l'Iran, de cette lutte de renverser le régime là-bas. Et en même temps, Israël qui est là pour toujours pousser derrière en essayant de déclencher une guerre le plus vite possible pour en tirer des intérêts. Samuel Lévy, est-ce que cette inscription par l'Union européenne, elle est purement symbolique selon vous ? Je pense que, comme l'a dit Amir, malheureusement, l'Union européenne aujourd'hui n'a pas de poids. Elle existe où ? Elle est présente sur quel front ? Où on entend sa voix ? La guerre en Ukraine, c'est géré par qui ? C'est géré par Trump. Le Moyen-Orient, c'est géré par qui ? C'est géré par Trump. L'Iran, aussi par Trump. Et pour ce qui est de la grande confrontation entre les États-Unis et la Chine, là aussi, elle n'est pas invitée au bal. Donc là, on voit bien qu'ils ont été très forts. En faisant une Union européenne élargie à 27 ou à je ne sais combien de pays, en fin de compte, ils se sont dilués eux-mêmes et ils n'ont plus de voix. Ils n'ont plus de voix pour exister. Et surtout, c'est devenu hyper inquiétant parce qu'en fait, on a perdu notre souveraineté et on peut plus rien dire. Michel Milbrandt, le chef de la diplomatie iranienne, a immédiatement réagi à la décision de l'Union européenne en dénonçant une erreur, je cite, stratégique majeure. Là, on se rend compte que rien ne va plus entre Bruxelles et Téhéran. Alors, d'abord, je pense que ce que dit Téhéran sur une telle décision n'a pas un grand sens. Vous n'avez jamais vu un terroriste qui va approuver une décision qui classe son organisation comme terroriste. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il vaut mieux ne pas faire le duel, mais être commentateur, parce qu'on a plus de temps pour commenter après que nous pour nous exprimer. Et la deuxième chose, c'est que pendant que nous parlons, oui, je sais. Pendant que nous parlons, Raphaël, je vous recommande d'appeler votre rédaction. Il est très possible que Khamenei ait pris un avion il y a moins de 30 minutes pour quitter l'Iran. C'est l'information qu'on vient de me communiquer et je pense qu'elle risque d'être confirmée parce que ça fait pas mal de temps qu'on ne sait plus où il est, mais particulièrement depuis 24 heures. Alors, on va vérifier. Mais en attendant, la réaction du...
Ouais, la réaction du chef de la diplomatie iranienne, très honnêtement, dans la hiérarchie des choses dérisoires, je pense que ça se place très haut quand même. Surtout en ce moment. Cette inscription, c'est selon vous, une bonne nouvelle pour Israël, c'est une victoire diplomatique pour Benjamin Netanyahu. Directement après, Gideon Sa'ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, a réagi pour féliciter l'Union européenne, alors que les relations sont plutôt tendues entre Bruxelles et Jérusalem. Oui, enfin, moi, je trouve, si vous voulez, que l'Union européenne, c'est un peu un canard sans tête, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a du suivisme, évidemment, il y a une réaction par rapport aux pressions, qu'elles soient américaines, qu'elles soient de l'OTAN, voire qu'elles soient israéliennes. Mais franchement, je ne pense pas qu'il y ait une volonté politique européenne qu'on pourrait identifier sur les grands dossiers internationaux. Pour la bonne et simple raison que l'Union européenne, c'est une agrégation, surtout sur les questions de politique étrangère, c'est une agrégation, je dirais, de visions du monde qui sont extrêmement différentes. Donc quand vous avez le condensé de cette vision, enfin quel est le point commun entre la vision française du monde, la version germanique du monde, la vision italienne ou la version nordique de nord de l'Europe du monde? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de point commun. Donc du coup, je dirais la position européenne, entre guillemets, encore faut-il la définir, c'est un substrat, un salmigondi, si vous voulez, qui est fait, qui n'est pas clair, qui n'est pas volontaire, qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne. Donc moi, je ne me fie pas, si vous voulez, à la position de l'Union européenne. J'aimerais bien pouvoir me fier à la position de la France. Étant entendu que les autres États sont souverains dans leur politique étrangère et dans les décisions de politique étrangère qu'ils prennent. La politique étrangère ne doit pas être de la compétence de l'Union européenne. Michel Mimran, on sort de l'Union européenne et de cette inscription. On va parler plus concrètement d'Israël. Si les États-Unis attaquent l'Iran, Téhéran menace directement de frapper Tel Aviv. Israël, victime collatérale d'une attaque américaine sur Téhéran, est-ce que c'est inévitable selon vous ? Alors, je ne sais pas si c'est inévitable, mais je pense que c'est très haut dans la hiérarchie des probabilités. Tu l'as déjà dit, ça. Oui, non, mais c'était une autre hiérarchie. Mais il est effectivement assez probable que... Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'en 90, c'est comme ça que Saddam Hussein avait répondu à la coalition internationale. Le premier missile qu'il avait envoyé, c'était sur Tel Aviv, qui n'avait rien à voir avec cette coalition. Là, on sait qu'Israël est ouvertement l'ennemi numéro 1, ou en tout cas numéro 2 de l'Iran. On peut effectivement craindre une riposte de l'Iran sur Israël plutôt que sur les bases américaines au Qatar. Voilà. Donc oui, je pense qu'Israël est prêt. Il est d'ailleurs probablement plus prêt qu'il ne l'était en juin. Je pense que sa défense est renforcée, sa capacité à arrêter les missiles s'est renforcée, d'après les informations qui circulent. Mais je pense effectivement qu'Israël doit se préparer. La vraie question qu'en fait vous voulez poser, c'est est-ce que si l'Iran bombarde Israël, Israël devra participer lui aussi au bombardement de Téhéran? C'est une excellente question. C'est une excellente question. En 90, la coalition internationale avait exigé d'Israël de ne pas riposter. Et c'était probablement une décision assez sage, parce qu'Israël n'avait pas le bouclier protecteur qu'il a aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'avec le gouvernement que nous avons aujourd'hui en Israël, et dans le contexte après le 7 octobre, si l'Iran s'aventure à bombarder Israël, alors je pense que la riposte sera terrible. Samuel Lévy. Surtout avec Trump aux manettes. Vous avez vu que je vous ai donné plus de temps de parole, Michel. Samuel Lévy, les Israéliens sont peut-être prêts à se faire bombarder par l'Iran, si et seulement si les frappes américaines dégagent une bonne fois pour toutes le régime des Mollahs. Sinon, à quoi bon être bombardé, se réveiller la nuit, devoir réveiller son enfant, aller dans un abri antimissile? C'est ce qu'on a vécu pendant plus de 2 ans ici. Et pendant la guerre des 12 jours, c'était un calvaire pour les Israéliens, un calvaire. C'était un calvaire total, c'était traumatisant pour beaucoup de personnes. Si aujourd'hui, il y a ces opérations, les Israéliens sont peut-être prêts à se faire bombarder, mais pour en finir avec le régime des Mollahs, et ne pas que Donald Trump, à la dernière minute, comme la dernière fois, mette un post sur son réseau social en disant « Hop, 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 les bombardiers israéliens, revenez, c'est bon, j'ai sifflé la fin de la récréation, ne finissez pas le travail. » Ben j'espère qu'ils vous entendront, en tout cas. J'espère que ça sera une bonne fois pour toutes, qu'on pourra chasser ce Khomeini et ses gardiens de la Révolution et pouvoir donner enfin la liberté au peuple iranien qui la mérite tant en temps. Il faut savoir une chose, si l'Iran tombe, en tout cas si le régime des Mollahs tombe, ça va redessiner le Moyen-Orient d'une façon phénoménale. Et ça va nouer des nouvelles alliances. Ça va permettre de pouvoir élargir les accords d'Abraham. On va pouvoir retrouver une amitié, je l'espère, avec le peuple iranien. Maintenant, je me demande, est-ce que le peuple iranien est prêt lui aussi à faire la paix avec nous? Et en tout cas, est-ce qu'il déteste plus le régime qu'il n'aime Israël? On verra.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le régime des Mollahs tombe, ça sera comme un château de cartes. Et on espère en tout cas que ça terminera des bonnes nouvelles. Amir Badran, une question géopolitique. On sent aussi, et c'est des informations qui sont sorties récemment, Israël a freiné à un moment donné les États-Unis parce qu'Israël ne se sentait pas prêt à recevoir une riposte iranienne, mais aussi certains pays arabes de la région qui sont alliés des États-Unis, ils sont très réticents à ces frappes. L'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres États du Golfe ont fait comprendre notre espace aérien ne devra pas servir à ces échanges de tirs. Effectivement, toute attaque sur l'Iran implique une situation géopolitique très, très difficile dans la région, concernant plusieurs pays, comme vous venez de le citer, qui se sentent menacés ou impliqués dans une guerre où ils ne voudront pas y être. Et de ce fait, même si des explications ont été avancées ou des prétextes qui ont été avancés pourquoi ne pas entamer cette guerre maintenant, en tout cas, c'est très compréhensible de ne pas vouloir déclencher cette guerre maintenant, ou en tout cas la repousser tant qu'on peut, pour différentes raisons, pour différents pays dans cette région. Et moi, je dirais qu'il faut quand même s'arrêter une minute et réfléchir et se rappeler que même si l'Iran est affaibli aujourd'hui, et certes, il a eu des coups très, très forts de la part de l'armée israélienne et de leur service secret, mais l'Iran reste toujours une puissance militaire. Elle possède des missiles et des armes que Israël n'a jamais connues face à des pays ou à des belligérants comme les Palestiniens ou comme les Jordaniens ou peu importe, comme n'importe quel pays dans la région. Jean Messia, le mot de la fin. Pourquoi ils ne les ont pas utilisés lors des attaques ? Une minute, Jean Messia, pour conclure. Allez-y. Non, mais ils les ont utilisés pendant 12 jours. Pendant 12 jours, on était là en Israël. Dans un cauchemar. C'est toujours la grande gueule des puissances orientales qui parlent toujours plus haut que leurs moyens, quoi, qui disent c'est la 4e armée du monde pour Saddam Hussein, l'armée syrienne était censée être une armée invincible, etc., etc. On a vu quand même les régimes arabes tomber les uns après les autres à l'occasion des printemps arabes. L'Iran, avec ses missiles, il n'y en a pas un ou presque aucun par rapport à la quantité qui ont été balancés sur Israël, qui ont atteint Israël. On a vu quand même qu'Israël a réussi à entrer dans l'appareil d'État iranien en éliminant des hauts dignitaires de l'Iran. Merci, donc Jean. à un moment, si vous voulez, il faut arrêter de vivre sur des poèmes, quoi. Faut vivre dans la réalité. Le romantisme du Moyen-Orient ne résiste pas aux réalités conflictuelles. Attendez, il faut qu'on avance. Merci à tous. Merci à tous. Michel Mimran, écoutez bien cette carte blanche parce qu'elle est signée d'un humoriste supporter de l'Olympique de Marseille. Et il est un peu traumatisé, je crois. Regardez. Et oui, salut tout le monde, salut Raphaël. Voilà, si je prends ce ton maintenant, c'est que Marseille est éliminé de la Ligue des Champions à cause d'un but, d'un goal à la dernière seconde d'un match qui n'était pas le nôtre. Voilà, même un cauchemar, c'est mieux. À partir d'aujourd'hui, je vais supporter Karabakh. Au moins, je m'attends à rien et je serai jamais déçu. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'aime les meufs en couple, mais c'est pas du tout le sujet. L'Olympique de Marseille, c'est comme Tinder. Voilà. Quand tu vois les joueurs, l'équipe, à première vue, elle a l'air incroyable. Et quand tu les vois réellement jouer, elle est pas si ouf que ça, finalement. Pas si ouf. Comme les décisions prises par l'Assemblée nationale ces derniers temps, elle est très active, vraiment. Maintenant, ils veulent enterrer le devoir conjugal. Quand tu entends ça, Raph, tu vois direct Napoléon, une chambre avec des gros rideaux bien épais, une pendule qui fait tic-tac. Déjà, quand un truc s'appelle devoir, personne n'a envie. Et quand en plus c'est conjugal, là, tu te dis zéro passion. Mais à l'époque, l'État, il n'avait rien d'autre à faire que de se mêler de ce qui doit se passer sous la couette des couples mariés. Mais non, voilà, hier, les députés ont tous dit le devoir conjugal, c'est fini. Résultat, le mariage, c'est plus à la vie, à la mort. Et le samedi soir après le film, avec cette loi, on se marie et on verra bien. Et tout ça, c'est un grand soulagement pour Netflix. Ils se sentent tellement coupables de toutes les histoires de couple. Voilà, en tout cas, la France connaît ses priorités. L'urgence absolue, les histoires de couple. Mais pour le chômage, l'inflation, non, on verra plus tard. Bon, au moins ce soir, les couples pourront dormir tranquilles. Allez, à lundi, Raphaël.
Merci Julien Salle, ainsi s'achève cette émission. Merci Samuel Lévy, Amir Badran, Jean Messia et Michel Mimran. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Dror Even Sapir, suivi du magazine de la rédaction présenté par Océane Nicole. Bonne soirée à tous sur la 24 News. À lundi.